tous les meilleurs vœux pour cette année 2018 de la part des amis du laboratoire Arago. Merci de nous être fidèles. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Nicolas. Jean-François Nicolas était jusqu'il y a 3 ans à peu près professeur à l'Institut Pasteur et également chercheur au CERN, et il a dirigé à l'Institut Pasteur l'unité du développement et de la biologie moléculaire du développement, et c'est à ce titre qu'il vient nous parler de ses travaux à Banous aujourd'hui. En fait, peut-être le croisez-vous de temps en temps sur Banous, puisque nous avons la chance depuis qu'il est à la retraite, donc qu'il vienne passer une grande partie de son temps auprès de la côte. Et donc, grâce à cela, nous avons le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Ces travaux ont été donc consacrés à la recherche qui concerne la manière dont un organisme peut se former. C'est ce qu'il va nous expliquer aujourd'hui. Il a travaillé sur un modèle qui n'était pas marin, n'est-ce pas, à l'Institut Pasteur, sur la souris. Mais à travers des collaborations avec certaines équipes de Banous et une étudiante ou chercheur, Estelle Gersinger, qui travaillait dans son équipe, cette étudiante, cette personne est venue à plusieurs reprises travailler ici sur des modèles marins, et il a collaboré donc sur les travaux avec elle, avec des équipes de Banous. Voilà. Je pense que je vais lui laisser nous expliquer justement comment se fabrique un organisme de manière un peu plus générale, et comment ces mécanismes peuvent être, qui donc contrôlent cette fabrication des organismes, peuvent être conservés d'un animal à l'autre, d'un organisme à l'autre. Merci. Eh bien, merci Anne-Marie pour cette très gentille introduction. Merci à vous d'être venus si nombreux. C'est très impressionnant pour moi. Donc ce soir, je vais vous parler du développement embryonnaire. Et au cours de cette conférence, vous apprendrez qu'entre 1985 et 2000, à peu près, beaucoup des principes sur lesquels se base le développement embryonnaire, ce processus très complexe, qui sans doute est le plus complexe d'ailleurs de tous les processus connus dans notre univers, ont été élucidés. Et c'est la révolution de la biologie moléculaire, en particulier la possibilité de cloner les gènes. On y reviendra, ça veut dire isoler le fragment d'ADN qui leur correspond et de séquencer les génomes dans leur entier, c'est-à-dire avoir la séquence de la totalité des gènes des organismes qui a permis cela. Et peut-être la plus grande surprise fut de constater que des organismes aussi différents que la mouche et l'homme utilisent pour leur développement les mêmes gènes, et que ces gènes étaient déjà présents chez leur ancêtre commun il y a un demi-milliard d'années à peu près. L'analyse du développement a renouvelé complètement la génétique, et on ne considère plus actuellement le gène individuellement, mais les systèmes, les réseaux dans lesquels il se trouve. Les raisons de tout cela vous apparaîtront, je l'espère, au cours de cette conférence. Alors on va d'abord situer le problème avec des films sur le développement de 3 organismes très étudiés. Le premier, c'est le représentant actuel de l'ancêtre de vertébrés décordés, l'Amphioxus, qui est utilisé ici, qui est étudié ici par Hector Escriva et Stéphanie Bertrand, à qui d'ailleurs la communauté Amphioxus doit beaucoup. On a profité de leur expertise, et bien sûr Vincent Laudel. Alors le développement, ça démarre d'une cellule unique. Ici on est déjà au stade 2, et l'embryon se divise assez rapidement, 4 cellules, 8, 16, 32, etc. Vous voyez des mitoses à ce moment-là, ici, les mitoses synchrones, très belles mitoses, jusqu'à la formation d'une sphère creuse, vous la voyez ici, et l'un des hémisphères rentre dans l'autre. Ça fait une cavité, c'est la future cavité gastrique, et ça se referme d'une manière incomplète, tandis que l'embryon s'allonge. Voilà, c'est terminé, vous avez l'ouverture encore ici.
Après ça, malheureusement, on ne peut plus filmer le développement parce que ça se met à tourner dans tous les sens à cause de cils. Donc ça, c'est typique de la gastrulation, une opération qui forme la cavité interne, une opération qui est universelle dans les développements des animaux. Le deuxième exemple, c'est l'exemple d'un insecte, la drosophile, et on va voir son développement entre 3 et 10 heures. Donc à 3 heures, l'œuf est déjà oblong, il l'était depuis le début. Il y a plusieurs milliers de cellules, et voilà ce que ça fait dans les 7 heures qui suivent. Vous voyez beaucoup de réarrangements cellulaires, des mouvements, des divisions. C'est assez complexe et ça arrive très rapidement à une très belle structure où je vous demande de vous souvenir qu'il y a des segments ici, qui sont les futurs segments de la drosophile, thoraciques et abdominaux, qui semblent être tous identiques. Troisième exemple. C'est celui d'un poisson, le poisson zébré. L'œuf est beaucoup plus gros, on est déjà au stade de cellules. Tout ça, ça va être des réserves nutritives et les cellules elles vont se diviser uniquement dans cette calotte-là. C'est parti pour les 15 premières heures du développement. Parti pour les 15 premières heures du développement, donc multiplication importante des cellules dans cette calotte, comme vous pouvez le voir. Très important. À partir de ce moment-là, les cellules convergent vers cette partie de l'embryon. L'axe s'allonge considérablement et on voit apparaître les organes comme par miracle. Ici, c'est le cerveau, les yeux. Ici, ce sont les muscles du tronc. Ici, c'est la queue de l'animal. Alors, toutes les actions que vous avez vues sur ces 3 développements, c'est ce que j'appellerais les opérations cellulaires du développement. Elles sont de mieux en mieux connues grâce à des techniques de plus en plus raffinées de prise de vue de ces embryons-là, mais elles ont été très, très étudiées par les anciens embryologistes. Et je ne sais pas à quel point vous imaginez à quel point elles sont complexes à mettre en œuvre pour les cellules. Alors, curieusement, ces développements sont extrêmement différents les uns des autres, comme vous avez pu le voir, et cependant, les organismes, comme la souris ou la drosophile, présentent beaucoup d'analogies. Par exemple, il y a un avant, un arrière dans la souris. Il y a un dos, un ventre, il y a des pattes, il y a des yeux, et il y a une symétrie bilatérale. La droite ressemble à la gauche, comme chez nous. Et bien chez la gauche, c'est exactement la même chose. Un avant, un arrière, un dos, un ventre, des pattes, des yeux, et aussi cette fameuse symétrie bilatérale. On peut se demander comment des développements aussi différents que cela convergent vers des structures qui ont quand même pas mal d'analogies. Eh bien, depuis le 19e siècle, les évolutionnistes nous disent que ces 2 organismes ont des ancêtres communs, certes fort éloignés dans le temps, mais ancêtres communs quand même, et c'est peut-être dû à cela les ressemblances qu'on observe dans les organismes adultes. En tout cas, c'est l'optique qu'on prendra ce soir, et donc le fil conducteur de cette conférence et de la description du développement, ce sera l'évolution. Et donc la première question qu'on peut se demander, c'est à quoi correspondent ces organes, de quoi sont-ils constitués, puisque finalement les organismes, ce ne sont guère que des ensembles d'organes. On a bien du mal à ne pas associer une fonction à tout ce qu'on voit dans les organismes. Alors qu'est-ce qu'un organe? On va prendre l'œil de la drosophile, parce qu'il y reviendra aussi, est formé d'omatidie, et dans les omatidie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cellules, comme vous pouvez imaginer. Les autres organes ne sont faits que de cellules. Dans ce cas particulier, vous en voyez 2 types. Là, c'est des cellules pigmentées qui font la chambre noire de votre appareil photo. Et là, c'est des cellules photoréceptrices qui expriment une protéine particulière, la rhodopsine, qui capte les photons. Dans tous les organes, c'est des ensembles de cellules. Alors, quand est-ce que les types cellulaires
apparaissent au cours de l'évolution. Et quand est-ce que les organes apparaissent au cours de l'évolution? Eh bien, ici, je ne sais pas si ça se voit, vous avez un film de l'un des animaux les plus simples qui existent actuellement sur la Terre. C'est un placozoaire qui s'appelle Trichoplaste. C'est une galette de cellules avec une couche d'eau et une couche ventre. Et là-dedans, il n'y a que des types cellulaires, il n'y a pas d'organes. Alors, il est situé dans l'arbre de l'évolution. C'est un peu soit par ici, soit là. Il y a des controverses là-dessus. Mais malgré tout, bon, ces animaux-là, comme les éponges et comme les sédentaires, sont souvent considérés comme n'ayant pas vraiment d'organes. Et pour avoir des organes vraiment importants, il faut être chez les bilatériens, ceux qui présentent la symétrie bilatérale, comme la mouche et l'homme. Eh bien, le plan donc de cet exposé va être de suivre l'ordre au cours duquel ça apparaît dans l'évolution, parce que ça peut avoir des conséquences importantes sur la compréhension globale du phénomène. Et je discuterai donc un tout petit peu de la différenciation cellulaire. Comment on obtient. Voilà, il n'y a plus de fil. Est-ce que je peux parler sans micro comme ça ça comment on obtient des types de cellules différenciées. Après, j'évoquerai la formation des organes et enfin le positionnement des organes, parce qu'on apprendra dans la deuxième partie que le positionnement des organes est une opération indépendante de la formation des organes. Et dans le développement, c'est exactement l'ordre inverse qui se produit. On verra qu'au final, le positionnement des organes se fait, et c'est vraiment paradoxal, parce qu'à ce moment-là, l'embryon, il ne sait vraiment pas du tout qu'il y aura des organes. Après, c'est la formation des organes, et la différenciation cellulaire, c'est la dernière opération du développement. Voilà le positionnement des organes. Donc on va commencer, et on verra si on arrive à résoudre ce paradoxe à la fin de l'exposé. La différenciation cellulaire. Alors la différenciation cellulaire, qu'est-ce qui fait qu'une cellule musculaire est musculaire, une cellule nerveuse, nerveuse, etc., alors qu'ils dérivent des mêmes cellules souches embryonnaires, ici dans un système in vitro? Bien, les muscles sont caractérisés par une protéine particulière, la myosine, qui leur permet de se contracter. Et les cellules nerveuses sont caractérisées par des canaux ioniques voltage dépendants qui leur sont spécifiques. Les autres cellules différenciées que vous voyez là-dessus, il y a les cellules pigmentées rétiniennes, c'est la mélanine, une autre protéine. Là, c'est de la peau, c'est de la kératine, etc. Donc, on peut toujours associer une protéine fortement impliquée dans la fonction à un type cellulaire particulier. Alors, tout ça, c'est des protéines. Petit rappel, parce que, bon, je ne sais pas exactement... les protéines peuvent avoir des formes extrêmement belles comme ça, mais extrêmement différentes. Mais cependant, ce sont des macromolécules qui sont formées des mêmes éléments, les 20 à 22 acides aminés, qui sont répétés dans des ordres différents selon la protéine. Alors les généticiens nous ont dit depuis longtemps, donc c'est formé d'acides aminés, c'est des polymères, voilà. Depuis longtemps qu'à une protéine correspondait à un gène, les biologistes moléculaires nous ont appris que le gène c'était de l'ADN, je pense que ça va tout seul. Et l'ADN, eh bien, c'est une macromolécule aussi, qui est formée de 4 éléments, les bases puriques et pyrimidiques, ATGC. Les protéines, ça a à peu près 100, 200 acides aminés. Les gènes, ça a plusieurs milliers d'éléments de ce type-là. Les biologistes moléculaires nous ont aussi montré comment, à partir du gène, on forme les protéines, et ça passe par une molécule intermédiaire, l'ARN. Eh bien, on va voir ça plus en détail maintenant sur 2 animations. Voilà la première animation. Alors, vous avez l'ADN, c'est la double hélice qui se trouve ici, là. Vous avez un énorme complexe macromoléculaire de plusieurs protéines. C'est lui qui va fabriquer, faire les réactions chimiques qui vont donner l'ARN, et l'ARN, il va ressortir par là. C'est une véritable usine. Voyons ça sur l'animation.
Alors, ça a commencé par deux petites protéines qui démarrent, qui sont fixées au début du gène. Et ces deux petites protéines, vous voyez, elles attirent, enfin bon, s'agglomèrent autour d'elles à peu près 85 autres protéines pour former un énorme complexe. Vous avez vu qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant là. Maintenant, l'ARN polymérase, c'est le nom de cet engin, lit très rapidement la molécule d'ADN et fabrique l'ARN que vous voyez. Oh là, pardon. Et fabrique l'ADN que vous voyez là. Eh bien, ça, c'est une animation en temps réel. Et dans cette salle, il y a plusieurs milliards de molécules d'ADN qui sont en train de se former dans les cellules qui constituent les êtres vivants de cet amphithéâtre. Alors, la deuxième opération, c'est de fabriquer à partir de l'ARN des protéines. Ça se fait dans un autre complexe multi-enzymatique, et on va aller à l'intérieur de ce complexe-là. Hop. On y va? On y va. Et voilà ce qui se passe à l'intérieur de ce complexe-là. Vous voyez ces petites molécules-là qui sautent sur l'ARN. Elles se fixent sur 3 bases ici. Et à l'autre extrémité, il y a un acide aminé, c'est jamais le même suivant la molécule. Et donc, et c'est là que se fait la liaison peptidique, c'est-à-dire le collage des acides aminés les uns avec les autres. Et donc, cet processus fait correspondre au code ARN la succession des acides aminés qui caractérisent une protéine donnée. Si j'ai passé tout ce temps à vous rappeler tout ça, et ça s'appelle, ou ça s'est appelé, je ne sais plus si ça s'appelle vraiment comme ça, le dogme central de la biologie moléculaire, c'est qu'au cours de la première animation, vous avez vu quelque chose d'extrêmement important qui explique en partie un des mystères de l'évolution. Et c'est cette petite étape, après que les 85 molécules se soient agglomérées les unes les autres, vous avez peut-être remarqué ça. Oh, ça. Everything's ready to roll. 3, 2, voilà, ce petit truc-là. Clac. C'est ça qui... C'est une réaction chimique qui se passe entre les deux éléments qui viennent se heurter et ça fait démarrer la transcription. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, c'est tellement... Alors ça s'appelle... C'est une protéine qui est collée sur l'ARN, ça va s'appeler un facteur de transcription. Et c'est collé sur une séquence de 5 à 10 ou 12 bases, d'une manière très spécifique. Et là, pourquoi c'est extrêmement important? Eh bien, parce que dans un muscle, le facteur de transcription, il y a un facteur de transcription qui s'appelle MyoD. Il se colle sur cette petite séquence spécifiquement, celle-là et pas une autre. Et quand on a ça, le gène autour duquel se trouve cet arrangement est transcrit. Par exemple, le gène de la myosine, il a ça autour. Maintenant, dans la cellule nerveuse, on a un autre facteur transcriptionnel, NeuroD, qui reconnaît une séquence complètement différente. Et quand on a ça autour d'un gène, il va être transcrit par le nerf, et ce sera le cas de canal ionique, par exemple. Dans le nerf, il n'y a pas myosé, et dans le muscle, il n'y a pas NeuroD. Ça explique donc la spécificité des protéines qui sont contenues dans le muscle ou qui sont contenues dans le nerf. Alors, bien sûr, un facteur de transcription, retenez bien ça, c'est vraiment essentiel, ne contrôle pas seulement un seul gène dans les cellules musculaires, mais toute une batterie de gènes. Et alors, ça sera représenté comme ça dans l'exposé. Le facteur de transcription en rouge, les gènes qu'il active en vert, avec des petits tirets qui montrent qu'il y a une interaction entre ces différents gènes. L'interaction, vous voyez qu'elle est dans ce cas-là dirigée fortement vers le facteur de transcription. C'est pareil dans la batterie de gènes, pour la batterie de gènes contrôlée par NeuroD. Il y a beaucoup plus de gènes que ça de contrôler.
Et, et ces gènes-là sont différents de ceux-là, à peu près. Voilà. Donc la souplesse de ce système vient de ce que ces arrangements-là, ils peuvent être un peu n'importe où. Ils pourraient très bien être ici, ils pourraient être même dans le gène, ils peuvent être assez éloignés du gène. Ils vont marcher tout le temps. C'est si vrai que nous autres biologistes, dans les années 80, on s'est amusé à mettre, par exemple, les séquences de myodé devant des gènes bactériens et d'introduire ces trucs-là dans les souris. Myodé, c'est le muscle. Le gène en question bactérien, ça rend les cellules bleues. Mais une souris qui, maintenant, avec cette construction-là, eh bien, tous les muscles de la souris sont bleus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gène myodé a adopté le gène LAGZ, grâce à nous, mais ça s'est fait très facilement en fait. Adopté, annexé ou coopté. Et cette chose-là, bien sûr, elle peut se produire tout aussi facilement dans l'évolution, et ça fait que les batteries de gènes, elles peuvent s'enrichir de gènes ou en retirer assez facilement. Donc c'est absolument important. On va aller un tout petit peu loin, un peu plus loin, et on va se demander jusqu'où ces annexions, ces cooptions qui font qu'un gène régule l'expression d'un autre gène vont. Eh bien, dans les cellules différenciées, on observe assez souvent cette situation. Un facteur de transcription Y, ici, est activé par un autre facteur de transcription X. Et c'est très simple, il suffit que la séquence de reconnaissance de X elle soit aux alentours du promoteur du gène Y. On note ça comme ça, X facteur de transcription active Y. Mais en général, dans les cellules différenciées, on trouve ça. C'est-à-dire que Y active aussi X. Bizarre, me direz-vous, mais non, pas bizarre du tout, parce que X et Y, ce sont des protéines, et les protéines, c'est un temps de demi-vie. Et donc, si avec une seule flèche, très rapidement, il n'y aurait plus de myosine dans la cellule musculaire. Mais avec les deux flèches, maintenant, ces gènes-là, eh ben, ils se auto-entretiennent. Et donc, l'expression, elle est permanente. Autre motif qu'on trouve, le gène X, facteur de transcription, il peut très bien avoir à son alentour la séquence que reconnaît X. Et dans ce cas-là, eh ben, il s'auto-active. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça se note comme ça, c'est l'autorégulation positive, une autorégulation positive de ce gène-là. Et là, évidemment, il est aussi d'expression permanente. Donc c'est des motifs de réseau, on appelle ça motifs de réseau, qui sont très utilisés par les cellules différenciées. Mais pas que. Ce qui veut dire que tous ces arrangements-là, eh bien, émergent pour la cellule des propriétés. Ici, c'est des fonctions mémoire. Et les propriétés émergentes dues au réseau de régulation sont extrêmement nombreuses et extrêmement importantes. Il y en a une autre d'ailleurs de propriété émergente ici, c'est la fonction et, c'est-à-dire l'opération logique d'addition, puisque quand X active Y, eh bien, on se retrouve avec des motifs en général comme ça, où X auto-active, on n'est jamais trop sûr, Y aussi, et puis voilà, vous avez deux batteries de gènes différentes qui sont exprimées dans la cellule musculaire. Ok, donc vous voyez que les arrangements des régulations des gènes entre eux peuvent faire des choses assez importantes, et que donc les facteurs de transcription, ils se contrôlent eux-mêmes, mutuellement. Il y a des choses de ce type-là. J'aurais pu vous faire le même discours avec une autre propriété des facteurs de transcription qui sont qu'ils peuvent inhiber un gène plutôt que l'activer. Et on trouve dans les cellules différentielles, c'est souvent ce type de motif dans lequel le facteur de transcription X inhibe Y et Y inhibe X. Une fonction émergente à ça, c'est l'opération logique OU, puisque si X inhibe Y, on ne peut pas avoir X et Y dans la même cellule. Et en général, ça existe, hein, il y a des cas
X et Y contrôlent des gènes qui sont complètement mutuellement exclusifs. Il ne faut pas qu'il y ait cette batterie de gènes qui s'exprime dans la cellule différenciée en question. Voilà, parce que quand il y a X, ben, il y a la batterie de gènes X, mais il n'y a pas Y, et réciproquement. Il faut choisir. Voilà, on a appris des choses assez importantes avec la différenciation cellulaire, donc au niveau des gènes et au niveau de la régulation des gènes. Mais qu'en est-il au niveau des cellules? Revenons à ce qu'on peut observer, c'est-à-dire une colonie de cellules homogènes dérivée par division d'une cellule qui leur a donné naissance. Si la colonie est homogène, ben, c'est impossible d'avoir des facteurs de transcription spécifiques dans certaines cellules et pas dans toutes. Donc, il y a une deuxième condition à la différenciation cellulaire, et ce sont des processus qui créent de l'hétérogénéité à l'intérieur de groupes de cellules homogènes. Je vais vous parler d'un exemple, je ne sais pas quel est le processus qui a eu lieu dans quelque chose qui ressemblait au placozoaire il y a 600 millions d'années. Peut-être dans l'amphidéate, d'ailleurs, il y a des idées là-dessus, mais moi je ne sais pas. Mais je peux vous donner un exemple d'un processus qui crée de l'hétérogénéité, qui est utilisé par beaucoup d'organismes actuellement dans la différenciation cellulaire. Alors, c'est l'inhibition latérale, et ça commence comme ça. Ça commence par l'expression dans toutes les cellules, elles sont homogènes, d'un facteur X, mais le facteur X a la propriété d'inhiber la production du facteur X dans la cellule voisine. Si on a cette condition-là, eh ben on se retrouve d'une manière aléatoire, mais à tous les coups, dans des conditions où il va y avoir une cellule qui a un peu moins de X que l'autre. Alors là, le phénomène s'emballe. Moins de X, ça veut dire qu'elle va moins inhiber celle-là, mais celle-là, elle va en avoir plus, donc elle va plus inhiber celle-là, et très rapidement, on arrive à ça. Ça se passe dans toute la colonie, et on se retrouve avec une colonie de cellules hétérogènes. Imaginez maintenant que X se soit myodé, et ben voilà, c'est fait. Vous avez inventé un type cellulaire qui s'appelle. Et j'espère que ça va continuer. Et voilà. Donc ce processus est un processus basé sur l'aléatoire, et ça crée de l'hétérogénéité qui permet aux facteurs de transcription spécifiques d'être exprimés. C'est la deuxième condition extrêmement importante de la différenciation cellulaire. Donc différenciation cellulaire, processus pour créer de l'hétérogénéité, organisation des gènes par les facteurs de transcription, les batteries de gènes contrôlées par un facteur de transcription ici, et le contrôle des facteurs de transcription entre eux, ici de la répression, ici de l'activation, qui crée des fonctions pour la cellule. Avec ça, il y a 600 millions d'années, on a des types cellulaires qui apparaissent comme ça dans l'évolution, mais on n'a pas d'organes. Alors il va falloir, maintenant, on discute un petit peu des organes, de la formation des organes, et je vais prendre l'exemple de l'œil, parce que c'est vraiment un très bel organe. Et c'est une partie de ma présentation que je dédierai à un grand ami du laboratoire Arago, Walter Gehrig, qui malheureusement est disparu tragiquement il y a 3 ans. Un très grand biologiste, comme vous pourrez le constater. On s'est rencontrés ici à Bagneux de temps en temps, dans le passé, il y a bien longtemps. Alors, l'œil, l'histoire commence en 1915, quand des drosophiles, ça c'est la tête de la drosophile, et ça c'est l'œil, quand des drosophiles sans yeux sont repérés par les généticiens. Et ils notent que c'est dû à la mutation d'un seul gène. Par la suite, des mutations semblables ont été trouvées chez la souris, un seul gène, pas d'œil. À l'époque, ni les généticiens ni les embryologistes n'ont vraiment été enthousiasmés par ça, et bon, on ne trouve pas beaucoup de discussions là-dessus dans la littérature. Il a fallu attendre l'époque du clonage des gènes, c'est-à-dire l'époque où on est capable de
isoler le fragment d'ADN qui contient le gène, le multiplier dans un tube à essai et faire tout plein de choses. Il a fallu attendre ça pour que l'histoire continue. Et en 91, le facteur de transcription, en 91, en 91, donc le gène de la souris a été cloné, séquencé, et on s'est aperçu que c'était un facteur de transcription. Ça tombe bien pour nous. Ça n'a pas encore démarré vraiment, il a fallu attendre Walter Gehring, qui a cloné le gène de la drosophile. Celui de la souris s'appelle PAX6, celui de la drosophile s'appelle EY, et qu'il annonce que le gène EY ressemblait comme 2 gouttes d'eau au gène PAX6. Alors là, ça fait vraiment beaucoup. Un seul gène qui, comme muté, fait disparaître l'organe dans son entier, et des gènes qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau chez la mouche et chez l'homme, ça fait beaucoup. Mais il a été encore plus loin. Dans la drosophile, je ne sais pas si vous vous souvenez du film que vous avez vu, la première larve, elle est de ce type-là, avec les éléments répétés qu'on voit là. Dans cette larve, il y a des petits territoires à partir desquels les organes sont formés. En rouge, là, c'est l'œil. De petites cellules-là, ils vont donner l'œil. Et ici, c'est la patte. Ce qu'il a fait, il a forcé l'expression de EY dans les cellules qui vont faire une patte. Qu'est-ce qu'il a vu? Bon, vous en doutez, puisque, bon, sans ça, je n'en parlerai pas. Il a eu des pattes avec des yeux sur les pattes. Bon, on n'arrête pas Walter Gehring pour si peu. Ici, il y a un petit territoire qui correspond au territoire des antennes de la drosophile. Il a forcé l'expression du gène de la souris là-dedans. Et il a obtenu ça. Des yeux sur les antennes. Alors ces expériences sont vraiment d'une très très grande profondeur. Il y a beaucoup de conclusions qu'on peut en tirer. On tirerait 2 ou 3 ce soir, mais pas plus. La première, c'est que clairement, PAX6 ou EY, c'est pas un gène qui contient l'information pour faire l'œil. Il fait des choses extraordinaires, mais il n'a pas l'information pour faire l'œil. C'est montré par quoi? Eh bien, c'est montré par le fait que sur l'antenne, quand on met le gène de la souris, on n'obtient pas un œil de souris, on obtient un œil de mouche. Et d'ailleurs, cette conclusion est générale. Si on vous dit qu'il y a un gène de l'intelligence, un gène de la mathématique ou de la musique ou de je ne sais pas trop quoi, comme on entend à peu près tous les jours à la radio, ce ne sont que des absurdités. Ça, c'est clair. Par contre, on démontre ici qu'un seul gène est capable de déclencher à lui seul tout un processus et qu'il est nécessaire, le mutant le montre, on coupe le gène, il n'y a rien, est suffisant, puisque quand on le rajoute dans des cellules qui n'auraient jamais fait ça, ils se mettent à faire ça. Un gène nécessaire et suffisant. Comment cela se peut-il? Eh bien, on va regarder ce qu'on appelle le profil d'expression de ce gène-là. Alors, ça veut dire quoi, profil d'expression? Un gène, ça s'exprime, on l'a vu, il est activé par la mécanique que je vous ai décrite. Et le profil d'expression, ça veut dire où et quand, dans l'embryogenèse, ce gène-là se met à s'exprimer. Eh bien, pour Y, ça démarre dans l'embryon de la drosophile. À un moment, c'est le blastoderme, là où vraiment il n'y a que des cellules autour de l'œuf, elles sont toutes identiques. Et malgré tout, on s'aperçoit que Y il s'exprime dans une petite région là. Mais sans doute plus important, il reste exprimé dans les territoires qui vont donner l'œil jusqu'à la dernière minute de la formation de l'œil. Ici, c'est au cours de la formation de l'œil de la drosophile. Et bien, c'est exactement pareil chez la souris. Le gène PAX6 s'exprime dans plusieurs tissus différents avant la formation de l'œil, parce que notre œil est dérivé de plusieurs tissus différents, et il continue à être exprimé jusqu'à la dernière minute, ici dans les cellules photoréceptrices, au moment où PAX6 active la rhodopsine, qui est la molécule, je me souvenais, qui capte les photons, mais il s'exprime aussi dans les autres tissus de l'œil.
Donc, en fait, PAX6, non seulement il enclenche un processus, mais clairement, il participe aussi à plusieurs étapes dans la formation de cet organe-là. Et les généticiens du développement ont montré, avec beaucoup de travail, ça demande beaucoup de travail, ça demandait beaucoup de travail à l'époque, que PAX6, facteur de transcription, active d'autres facteurs de transcription, X et Y, qui eux-mêmes activent d'autres facteurs de transcription, mais PAX6, il intervient aussi là. Par exemple, ici, pour activer Z, il faut X, mais il faut aussi PAX6. C'est une situation très générale d'ailleurs dans les réseaux de régulation génétique. Ça continue jusqu'à l'activation des rhodopsines. Bien sûr, ce schéma-là n'a rien à voir avec la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est juste pour vous donner le sentiment de ce que c'est. Et alors, ces activations en cascade de facteurs de transcription, eh bien, elles créent une nouvelle fonction émergente qui a à voir avec la temporalité. En effet, pour activer et avoir un facteur de transcription actif à partir de PAX6 ou ça demande un certain temps. Ça demande à peu près un temps qui correspond à une génération cellulaire. Donc au cours de ce processus, les cellules elles se multiplient à plusieurs générations cellulaires. Et donc ces arrangements-là font qu'on a des gènes d'expression précoce, intermédiaire, tardif, enfin tout le truc que vous pouvez imaginer. Et en plus, ça introduit de la séquentialité. Donc ça introduit de la séquentialité dans le processus. Avec ça, on commence à comprendre que les facteurs de transcription sont réellement des éléments d'un réseau génétique de régulation. Et cela, évidemment, est essentiel. On peut même dire que actuellement, un facteur de transcription ou un gène isolé, ça n'a plus de sens en biologie. Il faut prendre le gène, le facteur de transcription, dans le réseau dans lequel il se trouve. Et c'est comme ça qu'on comprend les choses. Eh bien, voici d'ailleurs un exemple. Ce gène PAX6, il joue un rôle particulier parce qu'il intervient à plusieurs niveaux, mais uniquement parce qu'il intervient à plusieurs niveaux, parce que c'est un facteur de transcription comme un autre, aussi banal que n'importe quel autre facteur de transcription. Donc c'est sa position dans le réseau qui lui donne ses propriétés aussi exceptionnelles que celles qu'on a vues. Alors ce type de gène-là, on peut comparer ça un peu à un chef d'orchestre, si vous voulez, qui appellerait différents groupes de musiciens à jouer ou qui ferait taire d'autres au fur et à mesure de quelque chose qui, du point de vue une analogie, quelque chose qui serait une symphonie, plutôt de Berlioz qu'autre chose, qui correspondrait à la formation d'un organe. Voilà, une très grande symphonie de ce type-là. Et ce type de gènes-là, on les trouve aussi sous le nom de maître-gène, ou gène maître, comme vous voulez, maître parce que intervient comme ça. Mais tout ça, ça ne veut pas dire que c'est des gens exceptionnels, ils sont comme vous et moi, c'est des facteurs de transcription, mais ils ont un rôle particulier à cause du réseau. Bien sûr, tous ces facteurs de transcription contrôlent des batteries de gènes de ce type-là, et c'est ces batteries de gènes qui effectuent les opérations du développement nécessaires à la formation de l'œil. Et donc il y en a des précoces, des intermédiaires, des tardifs, etc. Voilà, vous commencez à être expert en développement. Mais pour construire un œil, comme je vous ai dit, il faut plusieurs types cellulaires. On a vu ça dans la souris, il y a plusieurs types, c'est pareil de tout. Et il faut même produire des types cellulaires au cours du processus. Et donc, il faut de nouveau que dans des groupes de cellules homogènes, comme ici, apparaisse de l'hétérogénéité. Et c'est le deuxième processus absolument nécessaire à la formation des organes qui doit intervenir.
L'inhibition latérale y a sa place, c'est ce que j'ai décrit là pour la différenciation. Elle est même utilisée spécifiquement plusieurs fois au cours de la formation de l'œil, l'inhibition latérale, je ne sais pas si vous en souvenez. Je vais vous en mentionner une autre, ici, qui est l'interaction inductive, parce que c'est essentiel en embryologie, ou l'induction, qui est aussi un mode de communication entre les cellules, des interactions entre les cellules. C'est le niveau cellulaire, c'est plus le niveau génétique. Et ce type d'interaction utilise la diffusion de petites molécules qu'on appelle les morphogènes. Alors ça démarre dans cet exemple-là avec des cellules qui expriment un facteur de transcription qui s'appelle Andgeld, qui active l'expression d'une petite molécule qui s'appelle Hedgehog. Et cette petite molécule, elle interagit avec sa voisine de cette manière-là. Elle trouve un récepteur spécifique sur la cellule, et le fait de se fixer sur ce récepteur induit des changements dans une des protéines de cette cellule-là, qui est phosphorylée par exemple, ou des choses comme ça, les biologistes connaissent ça par cœur. Et donc, un facteur inactif devient actif, et c'est un facteur transcriptionnel d'ailleurs, qui se précipite dans le noyau, il trouve les gènes qui l'activent, et ça permet l'expression de ces gènes-là. À ce moment-là, on est déjà dans la situation où, par induction, on a créé un territoire rouge dans le territoire bleu. Mais alors, dans l'exemple que je vous donne, l'un des gènes activés par Hedgehog, là, eh ben, c'est Wingless. Bon, c'est tout moment. Les noms n'ont pas d'importance. Enfin, pour nous, ça a beaucoup d'importance. Ils permettent de s'y retrouver. C'est aussi un morphogène qui va interagir avec les deux cellules voisines de la même manière, mais avec d'autres récepteurs. À chaque fois, ce sont des réactions extrêmement spécifiques. On trouve d'autres récepteurs et ils modifient les deux cellules adjacentes. Et on se retrouve maintenant avec 5 territoires, alors qu'initialement, on n'en avait que 2. Voilà l'interaction inductive. Et l'interaction inductive est nécessaire pour que PAX6, qui est exprimé dans tous ces tissus-là, eh bien, il déploie une cascade d'activation numéro 1 dans le territoire bleu, et numéro 2, etc., et numéro 5, ces cascades sont différentes. Et donc chacun des tissus va faire des opérations cellulaires différentes. Elle va s'activer, etc. Et avec ça, bon, voilà les cascades, vous avez tout ce qu'il faut pour fabriquer un organe. Il y a suffisamment de complexité là-dedans pour fabriquer un organe. Mais de nouveau, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau du réseau génétique, on va appeler ça comme ça maintenant, le réseau de régulation génétique, et il y a le niveau des interactions cellulaires. C'est 2 niveaux différents, il faut les 2. Voilà. Il nous reste à expliquer quand même que ce soit le même gène qui induise le développement chez la souris et chez l'homme. Eh bien, c'est pire que ça, parce que si on regarde l'ensemble des animaux, il y a des yeux un peu partout dans tous ces animaux-là. Eh bien, tous les yeux de tous ces animaux-là, que ce soit les moules ou tout ce que vous pouvez imaginer, les yeux, c'est extrêmement répandu chez les animaux. Il n'y a guère que les tauques qui n'en ont pas. Eh bien, tous ces yeux-là, ils utilisent toujours des gènes qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à PAX6 ou à Y. Alors, l'idée, c'est la suivante. Avant, dans des animaux comme les placozoaires, je vous ai présenté les trucs qui n'ont pas les animaux les plus stupides de la Terre, disaient certains zoologistes. Chez ces animaux-là, probablement par pure chance, à un moment donné dans l'évolution, PAX6, EY, enfin le gène ancestral à ces gènes-là, a contrôlé une molécule, la rhodopsine, qui capte les photons, et il s'est mis à en contrôler l'expression. Et il contrôlait aussi l'expression de pigments dans des cellules pigmentées adjacentes aux cellules photoréceptrices. Ça, c'est l'œil le plus simple qu'on puisse
imaginer, et il y a des exemples chez les animaux d'yeux qui ne sont pas vraiment plus compliqués que ça. Donc ça, c'est un processus de différenciation cellulaire qui fait que la protéine la plus essentielle à l'œil, la rhodopsine, vient sous contrôle d'un gène qui s'appelle PAX6. Par chance, par hasard, uniquement par hasard. Mais bien sûr, les yeux, ils sont complexifiés. Comment peuvent-ils se complexifier? Il faut qu'il y ait des opérations cellulaires qui se mettent à se faire au cours de l'évolution. Et donc, il faut qu'il y ait d'autres facteurs de transcription qui contrôlent des batteries de gènes, qui viennent dans ces régions-là où se trouve déjà la cellule photoréceptrice et la cellule pigmentée. Et comment faire que ça vienne dans ces régions-là? Le plus simple, c'est évidemment que PAX6 se mette à contrôler X. Alors vous allez me dire, mais par quel miracle? Eh bien, je vous rappelle, c'est très simple. Il suffit qu'aux alentours de X, la séquence spécifique de PAX6, c'est celle-là, se trouve d'une manière ou d'une autre. Elle se met à apparaître. C'est ça un peu l'évolution. Elle se met à apparaître et PAX6 se met à contrôler ça. Et hop, on a un œil un petit peu plus compliqué. Et ça se reproduit encore et encore, jusqu'à la formation de l'œil des vertébrés, si vous voulez. Toujours par ces processus qui sont des processus de cooptation, d'annexation, je ne sais pas trop, de batteries de gènes qui se mettent sous contrôle de PAX6. Et laisser l'enterrer, alors on appelle ça un mode d'évolution par intercalation de gènes. Et ça veut dire qu'il y a des tas de gènes qui s'intercalent, disons, entre PAX6 et l'activation de la rhodopsine. Et la différenciation cellulaire, qui est l'activation de la rhodopsine, vous voyez, elle est poussée dans le temps par cette intercalation. L'évolution par intercalation, ce sont des idées de Walter Gehring, tout ça c'est du Walter Gehring. L'évolution par intercalation, c'est quelque chose qui simplifie énormément le processus. C'est extrêmement important à penser. Alors laisser l'enterrer, il se trouve à peu près là, c'est-à-dire à un moment où le système est déjà enclenché et ne peut plus revenir en arrière. Les batteries de gènes vont forcément être contrôlées par PAX6 parce que c'est la manière la plus simple de le faire. Il y a les autres manières, ça demanderait la cooptation de dizaines et de centaines de gènes, c'est impossible. Donc l'évolution par intercalation, c'est quelque chose quand même. Chez la drosophile, on démarre pareil, mais les batteries de gènes qui sont impliquées, elles sont différentes, et on a un œil différent. Mais la liaison entre le gène initial et la rhodopsine, elle est conservée à cause des contraintes stéréospécifiques qu'il y a dans tous les processus que je vous ai indiqués. Vous voyez qu'on passe naturellement de la différenciation cellulaire. Ici, il y a 600 millions d'années, PAX6 était un gène de différenciation cellulaire. Là, quand les yeux commencent, peut-être il y a 500 millions d'années, ça devient de plus en plus un gène, un maître gène, un chef d'orchestre. Mais lui, il n'a pas changé, c'est un facteur de transcription banal. Alors, on peut avoir des yeux n'importe où à peu près, si le manipulateur s'y met. Mais ça veut dire quand même, c'est-à-dire si on se met à exprimer PAX6 dans les pattes, ou même dans les ailes, dans les antennes, ça peut en avoir partout. Donc il y a clairement un problème pour l'embryon, qui est de savoir où mettre vraiment PAX6. Maintenant, comme vous êtes expert en développement, vous allez me dire, pas de problème, vous nous avez dit qu'il y avait des gènes qui activaient, d'autres qui inhibent. C'est très simple, on positionne ça en positionnant le maître gène, puisqu'il est là le maître gène. En le positionnant là, en l'activant là, enfin dans les tissus qui vont donner ça, et en l'inhibant là. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Et je vais vous décrire ça dans les quelques minutes qui restent.
en vous parlant d'un autre maître gène qui est distalless. Et peut-être certains comprendront pourquoi je saute d'un exemple à un autre. Qui est donc le maître gène qui fabrique les pattes de la drosophile et qui est exprimé, là vous voyez la larve de la drosophile, avec le profil d'expression en rouge de distalless. Et bien distalless, il est exprimé dans les 3 segments thoraciques, puisque ce sont les 3 segments qui vont porter les pattes de la drosophile. Et il n'est pas exprimé ailleurs. Le vert, on verra ce que c'est tout à l'heure. Donc je vais prendre cet exemple-là. Et les généticiens du développement, avec énormément de travail, encore une fois, ont montré que, en fait, distalless est activé par un gène qui s'appelle wingless. Alors, vous n'avez peut-être pas mémorisé ça, mais c'est le gène dont je vous ai parlé dans l'interaction inductive. C'est un morphogène. Donc, wingless active distalless. Mais wingless, son profil d'expression, ce sont ces groupes de cellules dans chacun des segments de la drosophile. Il est exprimé dans tous les segments, il est exprimé dans toute la longueur du segment. Donc ça ne va pas, on n'a pas ça. Et les généticiens du développement ont trouvé une molécule, un morphogène qui s'appelle DDP, dont le profil d'expression est celui-ci en jaune, donc qui serait là, et qui a un morphogène qui inhibe l'expression de distalless dorsalement à cause de son profil d'expression dans un secteur horizontal dorsal. Eh bien, un autre gène, SPI, qui serait en vert, là c'est pas lui, mais bon, qui serait en vert ici, qui inhibe distalless ventralement. Mais c'est pas suffisant encore, hein, parce qu'on a encore de l'expression dans tous les segments. Eh bien, il y a 2 autres gènes qui s'appellent ultrapithorax et abdominal A, qui sont exprimés uniquement dans les segments abdominaux, mais pas dans les segments thoraciques. Eh bien, ce sont aussi des inhibiteurs de distalless. Alors, je reprends. On a wingless exprimé en bande dans les segments. Ça active distalless. Distalless est inhibé dorsalement par un autre morphogène. Il est inhibé ventralement par un autre morphogène. Ça, c'est les segments thoraciques, ça, c'est les segments abdominaux. Il y en a 8, j'en ai mis 3. Et ultrapithorax et abdominal 1, il inhibe dans tous ces segments-là, pour l'avoir que dans les 3 segments thoraciques. Bon, très bien, vous allez me dire. Bon, ça, c'est la logique du positionnement des maîtres gènes. Vous allez me dire, non, moi, c'est quoi tous ces gènes, ils servent à quoi? Est-ce que c'est fabriqué juste pour positionner les organes? Alors, ma réponse sera ferme, non. Ces gènes-là n'ont pas été inventés pour positionner les organes. Ils font autre chose dans le développement, mais les organes se positionnent par rapport à eux, c'est très très différent. Alors, on va prendre l'exemple de ultrapithorax et abdominal A. C'est quoi ces mutants? Ils sont connus aussi depuis 1915. 1915, c'est le début de l'exploitation de la drosophile en génétique, notamment à Columbia University aux États-Unis. Donc à partir de ce moment-là, il y a des stocks de drosophile un peu partout et les mutants, ils peuvent apparaître spontanément. En voilà un d'ailleurs qui apparaît spontanément. C'est le mutant d'ultrapithorax. Il a 4 ailes. Ce qui se passe très exactement, c'est que le 3e segment thoracique, qui porte des balanciers qui sont impliqués dans le vol de la drosophile, eh bien ce segment T3, il est transformé en segment T2. Donc il y a 2 segments T3, 2 segments T2 dans la mouche et donc 4 ailes. Ça, c'est évidemment, c'est pas des mutants qui sont passés inaperçus pour les embryologistes, hein. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur ces mutants-là. Il y en a d'autres d'ailleurs. Un par exemple que Walter Gehring a beaucoup étudié, qui s'appelle Antennapedia. À la place de l'antenne, il y a une patte. Ça s'appelle les muto-homéotiques et vous en avez peut-être entendu parler parce que les gènes correspondants, c'est les gènes OX, les fameux gènes OX. En 83, quand on a commencé à pouvoir séquencer et manipuler l'ADN,
Ces gènes-là ont été les premiers à être isolés, avec grand mal d'ailleurs. Bon, c'est une autre histoire. J'étais dans le labo d'à côté quand ils faisaient ça, aux États-Unis, mais ils le faisaient aussi en Suisse. Et Walter Gehrig a été le premier à isoler ce gène-là. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Eh bien, il a trouvé que c'était un facteur de transcription. Ça commence à être lassant. Donc, chez la drosophile, il y a 10 gènes homéotiques qui font ces transformations homéotiques bizarres. Et vous voyez que c'est vraiment des gènes bizarres parce que les mutations dans PAX6 qu'on a vues ou dans des Stanless, eh bien, elles font disparaître l'organe, il n'y a rien à la place. Celles-là, c'est des mutations, mais elles ne font pas disparaître le tissu ni rien, et ils vous mettent un autre truc à la place de ce qui devrait être. Vous comprenez bien que ça a fait couler beaucoup d'encre. Donc, si on s'intéresse à nos mutants, c'est les mutants de ces gènes-là, de 3 des gènes des gènes homéotiques, donc. Et si on regarde la larve, un peu plus âgée que celle que je vais présenter dans le film, on s'aperçoit de la chose suivante. Quand il n'y a pas ces 3 gènes-là, les 2 premiers segments thoraciques sont normaux, et tous les autres ont subi une mutation homéotique qui les transforme en segment T2. Avec ça, la mouche devrait avoir des pattes tout le long du corps. Ça existe dans la nature des insectes qui ont des pattes tout le long du corps. Et il y a eu beaucoup d'idées comme quoi ces gènes-là pourraient être des gènes de l'évolution à l'époque. Alors pour essayer de comprendre la magie de ces transformations homéotiques, on va rajouter chacun des gènes-là les uns après les autres. Si on rajoute à ce mutant-là le gène ultrabithorax, eh bien les 4 premiers segments sont normaux, T3A1, mais tous les autres ont une mutation homéotique qui va vers A1. Si on rajoute maintenant le deuxième dans le locus abdominal A, tous ces segments-là, ça fait, je ne sais plus combien, ces 3 segments-là redeviennent normaux, mais tous les autres ont une mutation homéotique. Et si on rajoute le dernier, abdominal B, tous les segments sont identiques. Alors, pour raccourcir l'histoire, si on regarde les profils d'expression, c'est-à-dire là où les gènes s'expriment, vous avez vu que c'était très important pour que le biologiste commence à avoir des hypothèses. Si on regarde le profil d'expression de ces 3 gènes-là, une rapidothorax, il s'exprime là-dedans. Donc il commence très haut au niveau des segments et il va jusqu'aux segments les plus caudaux. Abdominal A, il commence un peu plus bas, mais il va aussi jusqu'au bout. Et l'autre, et il commence aussi un peu plus bas, il va jusqu'au bout. Ça, c'est une caractéristique des gènes homéotiques de ce locus-là. Ces profils d'expression qui finalement se recouvrent partiellement. Et alors là, la magie de toute cette histoire commence à vraiment apparaître. On voit assez facilement que ces gènes-là, eh bien, ce sont des facteurs de transcription dont les activités vont s'ajouter les unes aux autres. Ici, il n'y a pas d'abdominal A, ici, il n'y a pas. Donc la composition génétique de facteurs de transcription de ces segments-là, elle est différente de celle-là, elle est différente de celle-là. Je m'explique un tout petit peu mieux parce que c'est tellement fantastique que je voudrais bien que vous compreniez. Donc quand on a les trois mutations là, on a des segments. Et les segments, ils ont les caractéristiques T2. C'est dû à 4 facteurs de transcription, c'est pas vrai, hein, mais schématiquement c'est plus compliqué que ça, qui font que tous ces segments sont identiques. Quand on rajoute le premier gène homéotique, eh bien on rajoute quelques éléments, un facteur de transcription qui contrôle des batteries de gènes comme ça, et il rajoute la même chose dans tous les segments. Mais il ne rajoute pas ici parce qu'il ne s'exprime pas là. Donc il va changer ces segments-là, et ces segments-là, ils vont être pareils les uns, parce qu'on a rajouté la même chose. Idem pour le deuxième, on rajoute la même chose, mais on ne le rajoute pas à ce segment-là, parce que c'est pas là où il s'exprime.
Et donc on a maintenant des segments, ici, ici, ici et ici, et encore ici, qui sont tous différents les uns des autres. Mais maintenant, si on mute ça, eh ben, il y en a deux d'un coup qui redeviennent pareils. Si on mute ça, il y en a trois d'un coup qui redeviennent pareils, etc. Donc ces gènes-là, ils rajoutent un paquet d'éléments au segment, et on peut donc considérer que ce sont des maîtres gènes, des caractéristiques bleues, ou des caractéristiques marron, ou des caractéristiques jaunes. Et la magie, c'est quoi? La magie, c'est que les gènes OX, c'est une combinatoire de maîtres gènes. On peut le dire aussi simplement. Vous me direz alors, mais pourquoi avoir inventé un système aussi tarabiscoté? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'avoir un maître gène par segment, puisqu'on a un maître gène pour l'œil, un maître gène pour la patte? Eh bien, on va essayer, on va tenter. Pour le premier segment, un maître gène, bon, ça va être ces facteurs de transcription-là, il n'y a pas de différence. Mais essayez maintenant de fabriquer un segment différent, alors que ABCD ne s'exprime pas dans ce segment-là. Ce qu'il va falloir, c'est que E, ben, il apporte son paquet d'éléments, mais qu'il annexe, coopte aussi tous ces gènes-là. Donc il va y avoir un nombre de cooptation invraisemblable. D'autant que pour le segment suivant, il va falloir que F il coopte aussi tous ces éléments-là. Il les met sous son contrôle pour avoir un segment marron. Alors clairement, c'est plus simple de rajouter un gène à une combinatoire existante. La magie du système OX, c'est que quand se forme une série d'éléments légèrement différents les uns des autres, le plus simple pour l'évolution, c'est de rajouter un facteur de transcription à une combinaison de facteurs de transcription déjà existantes. Bon, vous allez me dire, il est 7h05 déjà, ça commence à faire. Pourquoi il nous raconte tout ça? C'est des mouches, les segments des mouches, on n'en a pas trop. Bon, c'est pas notre préoccupation journalière, c'est le fut de beaucoup de biologistes pourtant. Eh bien, voici la petite récompense, c'est que chez les animaux, tout cela, c'est-à-dire tous les bilatériens, c'est-à-dire tous ceux qu'on connaît, et les méduses aussi, tout cela utilise un système de spécification des territoires répétés qui sont basés sur ces gènes-là. Et en fait, ce système-là a été inventé à la base de ces choses-là. On se retrouve encore il y a 1,5 milliard d'années. Et il a été conservé par les mouches. Donc le système ancestral, il correspond à peu près à ça. Il y a 2, 7 gènes à peu près. Ça s'est conservé et bien sûr changé chez les mouches. Il y en a qui ont été ajoutés, notamment ultravithorax abdominala par duplication. Mais il y a une vraie correspondance entre le locus ancestral et ce locus-là. Et dans les deux cas, ça spécifie les éléments répétés de la mouche. Bon, mais c'est la même chose pour la souris et pour l'homme. Là, les transformations étaient un peu plus considérables. Le locus en question, il s'est dupliqué 2 fois. Vous voyez, il y a des gènes qui manquent, il y a des gènes qui ont été dupliqués, mais ils sont tous présents. Et les filiations, elles sont certaines, il n'y a pas à discuter de là-dessus. Eh bien, chez la mouche et chez l'homme, ces gènes-là, ils servent aussi à rendre différents des éléments homologues qui forment notre corps. Tous ces gènes-là, de la nuque jusqu'à la partie la plus caudale. Et ils ont été cooptés dans les pattes, ça c'est une autre histoire, il faudra encore 1 heure pour en parler. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus étonnant pour vous là-dedans. Est-ce que c'est qu'on est formé d'éléments répétés, finalement, comme les vers et la mouche? Ou est-ce que c'est que les gènes ont gardé les mêmes fonctions chez le ver, la mouche et l'homme? Je ne sais pas ce qui vous étonne le plus. J'espère qu'il y a quelque chose qui vous étonne quand même. Mais ce que je sais, c'est que la grande diversité des formes passées et actuelles est en partie due à ce système de spécification. Vous voyez, il est au-dessus. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Il est au-dessus des organes à tous les coups.
ce système de spécification extrêmement simple, les formes passées et actuelles, c'est en partie dû à ce système de spécification qu'on a toute cette diversité. Alors maintenant, il faudrait que je vous parle de Wingless, par exemple, je ne le ferai pas, sauf pour vous dire que là, vous voyez la cascade d'activités répresseurs-activateurs, donc encore des facteurs de transcription, qui aboutissent dans les bandes des segments de la drosophile à l'expression de Handgrave. Et pour ceux qui ont vraiment une mémoire extraordinaire, Handgrave, c'est ce qui active Wingless dans l'induction, dans l'interaction inductive. Donc avec ça, on a remonté jusqu'à l'œuf initial. Donc on a toute la chaîne des cascades qui vont de l'œuf initial jusqu'à la différenciation cellulaire. Ça nous a pris quand même un peu de temps et beaucoup d'efforts, bien sûr, mais on est arrivé à la cellule d'origine. Donc voilà la conclusion, la logique du positionnement des organes qui aboutit à des petits territoires marqués par des gènes. La découverte du locus ox au cours de cette histoire-là. Des cascades qui démarrent dans la cellule unique, donc. Et alors je vais vous faire maintenant en 10 secondes la longueur des films que vous avez vus au début, l'histoire du développement dans le bon sens, hein, qui est le sens contraire de celui de l'évolution. On démarre avec une cellule isolée, on en fabrique des tonnes de cette manière-là. La plupart du temps, l'œuf il est hétérogène, comme l'œuf de la drosophile, et il y a une ségrégation de ces hétérogénéités-là qui sont des facteurs de transcription, un peu plus compliqués, mais bon, on simplifie quand même un peu. Et au cours de ces processus-là, il va y avoir de l'induction entre les cellules. Tout ça, ça nous donne des territoires différents, c'est les différentes couleurs dans les différentes cellules, et ces territoires différents, ils expriment des combinaisons de facteurs de transcription différents, auxquels sont associées des batteries de gènes différentes. Et tout ça, ça contrôle des opérations cellulaires différentes dans tous les territoires différents qui sont ainsi créés. Et ça génère l'étape suivante, et l'étape suivante, jusqu'à l'activation des maîtres gènes des territoires répétés, les gènes OX, et des organes. Voilà. Alors, ce qu'il faut noter là-dedans, peut-être, en conclusion, c'est que les successions d'états du réseau génétique de notre génome-là, au cours du développement, ces successions-là, elles tirent leur dynamique des interactions cellulaires. La vraie nouveauté pour moi dans les développements, ça pourra être discuté, ce sont les voies de signalisation, c'est-à-dire les interactions cellulaires, là, qui font qu'une cellule contrôle, enfin que les cellules communiquent entre elles et se modifient les unes les autres, et que les cellules, grâce à leurs récepteurs de ce type-là et aux voies de signalisation, et savent à peu près ce qui se passe autour. C'est un système qui leur permet de connaître l'environnement, et en fonction de cet environnement, ils vont immédiatement changer leur profil d'expression par l'intermédiaire de ces facteurs de transcription-là. Et bien chez nous, il y a à peu près 2000-2500 facteurs de transcription. On a 25 000 gènes, 2500 facteurs de transcription. Un facteur de transcription, il peut être actif ou inactif. Ça veut dire qu'on a 10 puissance 2500 états possibles de notre réseau transcriptionnel. 10 puissance 2500, si je ne m'abuse, c'est 10 puissance 600, c'est-à-dire 10 suivi de 600 zéros. Ça, vous ne verrez jamais ça sur votre compte bancaire. C'est sûr, ça correspond à l'infini. Le nombre de particules dans notre univers, c'est 10 puissance 80. 10 avec 80 zéros. Là, on a 10 puissance 600. Eh bien, vous et moi, nous sommes une des réalisations de ce réseau génétique qui a une infinité de possibilités, qui ne seront jamais explorées, en fait.
parce qu'il n'y aura jamais le temps pour l'univers. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Là, vous avez droit à un petit film. Non, vas-y. Pendant là, qui vous montre ces éléments répétés là chez les vertébrés qui apparaissent. C'est un très beau film, c'est du réel. Les membranes sont marquées, les noyaux sont marqués, c'est du poisson zébré. Et vous allez voir des opérations cellulaires, ce qu'ils sont capables de faire. Là, il y a quelques mitoses. C'est des films, il y a 5 ans, on n'était pas capable de les faire. C'est pas moi qui les fais. Non. Ça a été fait à Harvard University, tiens, il n'est pas apparu. Voilà, et je le mets en boucle, si on peut. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir simplifié, entre guillemets, ce processus aussi complexe. Ici, c'est vraiment une très brillante explication de la genèse de nos organes et de comment les choses se sont passées au cours de l'évolution. Merci beaucoup. Je suppose qu'il y a des questions. Ou bien des questions, oui, voilà. À votre avis, la complication des processus qui ont mené d'un organisme le plus simple au plus compliqué, donc avec ce développement, vous avez montré très clairement effectivement qu'il y a eu de plus en plus d'interactions qui se sont créées. Ça s'est fait par hasard, par nécessité. Le maître là-dedans, c'est l'évolution. Mais l'évolution, c'est quasiment rien. C'est rien. C'est simplement que un individu donné, il a plus d'enfants que le voisin. C'est tout. Et donc, sa génétique est transmise plus facilement aux générations futures. Et l'évolution, c'est rien, mais c'est tout aussi. Et bien sûr, pour avoir de l'évolution, il faut de la variabilité. Pendant longtemps, on s'est dit, c'est pas le cauchemar de Darwin, c'était le développement de l'œil. C'est lui qui a dit, le premier œil, c'est 2 cellules, etc. On sait maintenant que c'est un scénario plausible. Mais non, le maître, c'est l'évolution qui n'est rien. Mais c'est basé sur la variabilité des génomes. Les génomes, c'est des macromolécules, des milliards de signes ATGC. Et bien ça fait des erreurs. Ça fait même beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, les bactéries font moins d'erreurs que nous, on fait plus d'erreurs. Et c'est ces erreurs-là qui font que de temps en temps apparaissent aux alentours d'un gène une séquence qui va être reconnue par un facteur de transcription. Les réseaux génétiques qui se sont formés par des processus de ce type-là, d'autres aussi, mais des processus de ce type-là. Mais vous avez vu que ces variations-là, à part la nature même des facteurs de transcription, elles peuvent capter des propriétés entières, la cooptation, des propriétés entières de la fonction voisine et l'exploiter pour faire des choses nouvelles, enfin l'exploiter. Et par hasard, ça se met à faire des choses nouvelles, mais tout ça, c'est du hasard. Basé sur un phénomène qui n'existe pas, l'évolution. Question. Une fonction émergente. J'en vois peut-être une, chez certains animaux en tout cas, la première période après la fécondation, il n'y a pas de transcription. Oui. Tout ce que tu as décrit est basé sur la transcription. Oui. Donc, tu l'as juste dit à la fin, il y a un positionnement effectivement. Mais que sait-on sur ce positionnement? En a-t-on
Alors, qui pourrait induire ensuite. C'est vrai que tout le début du développement de la drosophile, il n'y a pas de transcription. Dans l'œuf de la souris, l'activité démarre vite, mais dans les deux premières, au stade 2 cellules, il n'y a pas de transcription là-dessus. Mais les œufs, en général, sont hétérogènes. Il y a déjà des facteurs de transcription qui sont positionnés par des mécanismes de biologie cellulaire extraordinaires à un côté ou à un autre de l'œuf. Et cette période-là où il n'y a pas d'activité transcriptionnelle, c'est aussi une période pendant laquelle le génome il nettoie un petit peu toutes sortes de marques épigénétiques qu'il avait et qu'il doit nettoyer pour redémarrer l'activation du réseau génétique à zéro. C'est particulièrement vrai chez la souris. On ne sera pas dans les autres, mais chez la souris, oui. D'autres questions? Oui. C'est peut-être idiot, mais si c'est tout à fait hasardeux et indépendant de l'environnement, il peut y avoir des cellules qui ont un fonctionnement inexprimé encore, qui peuvent avoir... Est-ce que ça peut exister? Des cellules qui ont un fonctionnement inexprimé. Oui. Peut-être, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais les premières cellules du développement, justement, le génome, il n'est pas extrêmement actif à ce moment-là. Les activités transcriptionnelles vont venir par les interactions cellulaires, par le déploiement des réseaux génétiques avec leur logique interne. Donc, ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires, par exemple, sont considérées comme ayant assez peu d'activités du type de celle que je vous ai décrite tout au cours de ce processus qu'est l'embryogenèse. L'embryogenèse, ça active les trucs par paquets, les uns après les autres. D'autres questions? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est l'oncogénétique? L'oncogénétique? Toutes les voies de signalisation, enfin, beaucoup des voies de signalisation là, qui marchent dans le développement, on les retrouve altérées dans les cancers. Ça c'est clair. C'est peut-être même le début du phénomène, parce qu'après il y a des changements génétiques importants, la ploïdie, etc. Mais c'est le lien qui existe entre les études actuelles en oncologie et tout ça. Ça essaie de déterminer quels sont l'état transcriptionnel, l'état du réseau génétique de la cellule cancéreuse. C'est ça que tous les laboratoires font en ce moment, pour essayer de définir quels sont tous les gènes qui sont actifs et quels sont ceux sur lesquels on pourrait agir pour tuer la cellule. Le seul problème étant que, au cours d'un cancer, les cellules évoluent. Oui, c'est de l'évolution. Elles évoluent rapidement dans différentes voies parce qu'il y a de remaniement de chromosomes et tout ça. Et on ne se retrouve pas avec une activité unique, mais des dizaines, des centaines d'états différents pour les différentes cellules en question. Et ça, je ne suis pas spécialiste, mais il y a une quantité extraordinaire de laboratoires, notamment des laboratoires pharmaceutiques, qui essayent de décrire les cellules pour trouver des cibles, et ils font par l'intermédiaire des concepts qui sont venus du développement, qui sont les concepts de systèmes de gènes, de régulation qui se contrôlent. Pas si j'ai été très clair. En fait, la question était, on fait des tests génétiques pour Oui. trouver dans les générations d'après C'est autre une chose. source, oui, peut-être une source de pathologie. Et Ouais. est-ce que justement... Ça, c'est le séquençage du génome pour vous prédire toutes les défaillances potentielles que vous pouvez avoir. Oui. Oui, ça Mais est-ce coûte qu'on 1000 peut euros si vous voulez séquencer votre génome. Peut-être moins, d'ailleurs. Mais est-ce 1000 que euros, c'est vous avez votre génome, et voilà, vous saurez
En fait, si la vous avez des question, mutations, des choses comme ça. La question à un biologiste, est-ce que c'est sûr que ça peut devenir anarchique ou c'est le hasard Les cellules, est-ce sur un développement pathologique? pour les développements En fait, quand on fait une recherche génétique, sur les embryons, vous voulez dire? Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a deux choses. Il y a les mutations qui sont répertoriées qui donnent tel ou tel défaut. On en a vu. Hein. Il y a des mutations qui font qu'il n'y a pas d'œil. Il y en a plein d'autres qui sont génétiques. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a aussi le système dans son entier qui peut aboutir sans mutation à des états métastables. Ceux-là ne sont pas prédictibles, mais ceux qui sont prédictibles, c'est ceux auxquels on peut associer des différences dans les génomes qui sont de mieux en mieux connues. Hein. Et là, la prédiction, elle est très bonne. Hein. Si quelqu'un veut rajouter des choses. Est-ce que la question était, est-ce que parce qu'on trouvera la mutation, à ce moment-là, la maladie se développera? Il y avait peut-être un peu ça dans la question. C'est ça. Oui, ça c'est très compliqué parce que justement, ces réseaux génétiques-là, ce qu'ils nous disent, c'est que pour des états transcriptionnels à peu près identiques, on va pouvoir avoir des états épigénétiques différents. Je ne suis pas rentré là-dedans, mais c'est une conséquence immédiate du concept de réseau génétique. Et donc, c'est pas sans, quand vous avez une vraie mutation, c'est certain, ça va se développer. Hein, une mutation comme l'œil, il n'y a pas de problème. Mais pour un certain nombre de maladies un peu subtiles, ça va être des états épigénétiques du génome. Et ça, c'est beaucoup plus... Enfin, on commence à déchiffrer aussi les états épigénétiques du génome, mais c'est plus délicat. C'est plus du simple séquençage. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va arrêter. Merci encore.